Tout d'abord, je vous remercie tous de vous être connectés. Donc, rapidement pour se représenter, donc moi je suis Fabien Debuire, donc je suis en charge des partenaires sur la région Grand Ouest. Alors, région Grand Ouest pour Storm Shield, c'est deux régions administratives, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Je suis accompagné pour cette présentation de Benjamin Legré, qui est notre avant-vente sur la région également, et normalement il doit y avoir Michael qui suit ça d'un peu loin aussi, qui est le Direct Touch et le responsable de la région. L'objet de ces webinaires, c'est de venir vous présenter des sujets techniques avec une petite introduction commerciale, notamment aujourd'hui, pour continuer à vous animer et surtout pour essayer de répondre à vos problématiques et aux sujets qui pourraient être notamment en cours chez vos clients à l'heure actuelle. Donc le premier du jour, c'est quelle est la stratégie que Storm Shield a mis en place pour accompagner vos clients durant cette crise sanitaire. Normalement, vous avez tous eu un mail si vous êtes inscrit sur la mailing list. Si vous ne l'êtes pas, il ne faut pas hésiter à me faire un mail pour me dire que vous souhaitez être inscrit sur les mailing list partenaires, qui vous résumait un peu cette slide. En fin de compte, cette slide elle est en 4 points. 4 points, c'est tout d'abord, on accompagne nos clients au travers des capacités d'interconnexion VPN qu'offrent nos solutions. Je vais pas trop en parler, pas trop en rentrer dans le détail parce que Benjamin va en parler plus longuement derrière moi. L'idée, c'est que, vous savez, on a deux mécanismes. D'un côté, le VPN SSL, de l'autre côté, le VPN IPsec, avec le client The Grimbo. A noter que depuis quelques jours, The Grimbo, en direct sur son site, a mis en place un dispositif de fourniture de licences temporaires pour les clients qui le désiraient. Le deuxième point, c'est la fourniture de licences EVA, quelle que soit la taille, pour une durée de 3 mois. Ça, il faut le demander classiquement à votre VAD, ça remonte jusqu'à chez nous. Et on vous fournit des licences d'évaluation de 3 mois pour que vos clients puissent mettre en place rapidement une petite passerelle Storm Shield avec des capacités d'interconnexion. Et enfin, le dernier point qui a été mis en avant, c'est la reprise des équipements non déballés. C'est-à-dire que si vous avez livré chez vos clients des équipements qui ont moins de 3 mois, qui n'ont toujours pas été déballés, on peut vous les reprendre au profit d'équipements plus grands qui seraient en capacité tout simplement d'encaisser la charge. Donc voilà pour la petite introduction commerciale. Pour le reste de la présentation, c'est Benjamin qui va reprendre le lead. Donc ce que je vous propose, c'est que Benjamin va faire sa présentation. Moi, je vais noter les questions au fur et à mesure que vous les posez. Et à la fin de la présentation de Benjamin, on reviendra sur chacune de vos questions. Benjamin, c'est à toi. Merci Fabien, bonjour à tous. Donc pour la présentation d'aujourd'hui, je vous propose le sommaire suivant. Donc au niveau des participants, je ne connais pas exactement le niveau technique de tout le monde, donc on va faire une petite introduction en mode VPN SSL tunnel. Je précise bien tunnel et pas portail. Identifier le nombre d'utilisateurs maximum, c'est des questions qui remontent régulièrement sur les échanges que j'ai ou que nous avons avec Fabien et Michael vers les partenaires. J'ai fait un petit récapitulatif des prérequis dont ceux dont vous avez besoin ou ceux que vous devez demander à vos clients lorsque vous mettez en place une telle architecture. Et ensuite, on fera une petite démonstration sur une petite maquette. Donc, on va commencer avec l'introduction au mode VPN SSL. Donc, le mode VPN SSL tunnel, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est le principe de permettre aux utilisateurs distants d'accéder aux ressources internes de l'entreprise, donc aux divers serveurs, Active Directory, mail et autres. Donc, le principe, c'est que l'utilisateur distant initialise un tunnel avec son site central, qu'on va considérer comme un concentrateur VPN, étant donné qu'il va recevoir X connexions de tous les clients. Le principe, c'est que le trafic réseau est encapsulé et protégé dans un tunnel SSL chiffré. Donc je vous présenterai tout à l'heure, mais on va voir qu'on peut encapsuler uniquement le trafic réseau utile ou encapsuler tout le trafic réseau en sortie de poste. Donc, le mode portail versus le mode tunnel. Aujourd'hui, nos produits supportent les deux modes. Donc, il faut savoir que le mode portail, c'est un portail en Java qui nous permet de présenter diverses applications
aux clients, mais ce n'est pas un mode qu'on recommande aujourd'hui. Ça va être vraiment le mode tunnel qui va vous permettre d'encapsuler le trafic utile à travers d'un tunnel. Au niveau des prérequis, vous avez besoin d'un firewall Storm Shield physique ou virtuel, de préférence dans une version récente, d'un client VPN SSL, Storm Shield sur les postes Windows, avec du Windows 7 ou supérieur. On recommande le client Storm Shield parce qu'il va nous permettre d'avoir un processus de configuration et de déploiement très simplifié. On est également compatible avec OpenVPN sur des plateformes Windows, Mac et Linux. Il y a un petit travail supplémentaire à faire au niveau du client OpenVPN, c'est-à-dire qu'il faut récupérer le fichier de configuration et le faire avaler au client, ce qui est une étape facultative avec notre client Storm Shield packagé. On est également compatible avec les tablettes et smartphones Android ou iOS, avec également le téléchargement et l'installation de l'application VPN Connect via les stores Google Play ou Apple Store. Au niveau de l'identification du nombre d'utilisateurs maximum en fonction des plateformes, donc on va retrouver toutes les informations dans notre datasheet, section VPN et nombre d'utilisateurs VPN SSL simultanés. Donc à chaque fois, vous avez, en fonction des plateformes, 210, 310, 510, un nombre d'utilisateurs qui va vous être communiqué, le nombre de sessions concurrentes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez installer, par exemple, si vous avez un 510, le client sur 1000 postes, mais par contre au niveau support, on ne supporte que 500 connexions simultanées. On a également les mêmes références sur nos appliances virtuelles, donc quelle que soit la plateforme de virtualisation, avec en fonction du nombre de la taille de l'EVA, en fait, du nombre de ressources que vous allouez à l'EVA, un nombre d'utilisateurs simultanés maximum. Un petit point d'attention sur des questions qui remontent également régulièrement. Lorsqu'on configure des clients à la fois en UDP et à la fois en TCP, on le verra par la suite, vous pouvez arriver au niveau de la GUI à avoir un nombre de connexions simultanées autorisées supérieur à celle qui est renseignée dans la datasheet. En fait, c'est un petit bug de GUI où la limite n'est pas appliquée, mais la limite concurrente, c'est bien celle qui sera dans la datasheet. Par ailleurs, on recommande d'utiliser le protocole UDP afin d'obtenir de meilleures performances et une latence très inférieure à une latence TCP qui demande l'acquittement des paquets. Donc c'est une très forte recommandation d'utiliser plutôt de l'UDP pour configurer vos tunnels nomades. Ce dont vous avez besoin, donc, ça va être les prérequis. Donc c'est les bonnes pratiques pour préparer le déploiement, ça va être un petit peu les questions et les vérifications à faire avant de déployer chez les clients. Donc le premier point, c'est vérifier l'état de la consommation des ressources système avant l'activation du VPN SSL. Donc ça c'est surtout valable pour tous ceux qui ont des boîtiers physiques. C'est vérifier que le boîtier il n'est pas déjà charrette avant d'aller activer 100 connexions VPN SSL simultanées en plus. Identifier l'architecture à mettre en place. Donc ça va dépendre de l'étape précédente, si par exemple le firewall physique est déjà un petit peu surchargé. Donc on va voir à l'étape, le slide suivant, 2-3 exemples d'architecture. Ensuite, ça va être de télécharger l'ensemble des documentations et des binaires utiles. Pareil, sur la slide suivante, je vais vous donner des liens pour télécharger tout ça. Et la quatrième étape, c'est procéder à une montée en charge progressive, donc ça va de soi, en visualisant les indicateurs de consommation système et d'anticiper un petit peu les pics d'activité pour pouvoir gérer au mieux les ressources, CPU et mémoire. Au niveau de ces vérifications de consommation système, donc les deux métriques principales, ça va bien entendu être la CPU et la mémoire de votre firewall. Donc vous allez pouvoir retrouver dans la partie supervision système, avec une visualisation en temps réel de la consommation CPU et de la mémoire en fonction des services qui sont actifs et qui sont utilisés. Au niveau des architectures possibles, donc on va
parler de 3 architectures. Donc ça va être l'architecture 1, l'ajout de la fonction tout simplement sur le firewall SNS qui est en production. L'architecture 2, ça va être l'ajout d'un firewall SNS dédié pour la fonction tunnel SSL. Donc on va venir rajouter soit derrière le firewall principal, soit à côté avec une IP publique indépendante, un autre pare-feu qui soit virtuel ou physique. Et la troisième architecture, ça va être l'ajout d'un firewall SNS en complément du firewall SNS de production, donc avec voilà, divers cas d'architecture possibles. C'est ce cas-là que je vous présenterai dans le cadre de la démonstration. Au niveau des liens de documentation et de fichiers, donc ce qu'on va retrouver, c'est pareil, je vous le présenterai au niveau de l'interface graphique tout à l'heure, des documentations de configuration dédiées sur le VPN SSL pour la V3. Le même document a été refait dans le cadre de la version 4, donc avec le changement de charte graphique. Et également une petite nouveauté sur notre base de connaissances, l'équipe du support a créé une section dédiée qui rassemble toutes les problématiques sur les tunnels VPN. Donc pas que du SSL, mais également la partie IPsec, mais tout est rassemblé, vous le verrez, dans une nouvelle section dédiée. Ce qu'on va retrouver également sur le site MyStormShield, ça va être les clients dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc le client VPN SSL dans sa version actuelle qui est la 2.8.0, on livre un point .exe pour une installation sur les postes et on livre également un point .msi pour ceux qui gèrent des parcs informatiques un peu plus gros et qui auraient besoin de faire du déploiement de cet agent par GPO. Au niveau de la démonstration, quelques petits éléments que je vais vous donner pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Donc le mode de déploiement de la démo, on va couvrir le cas d'architecture 3, où on vient de positionner un firewall à côté du firewall qui s'occupe classiquement de l'accès Internet, donc avec une IP publique dédiée et une patte dans le VLAN des serveurs. On va retrouver 2 serveurs, un serveur Active Directory et un serveur Linux. Comme prérequis, j'ai pris le fait qu'on allait avoir un annuaire LDAP, un Active Directory, entre autres, qui va être configuré sur le firewall pour faire le mapping des utilisateurs, et une autorité de certification trustée par les postes clients qui est déployée sur le firewall. Donc c'est pour faire quelque chose d'un peu plus propre, que les utilisateurs n'aient pas un message d'avertissement lorsqu'ils se connecteront au portail pour récupérer leur fichier. Donc ça nécessite donc soit une CA qui est émise par le firewall, soit une CA qui est émise par l'API du client, un certificat serveur et un certificat client pour la partie VPN SSL. Alors je vais juste passer sur la démo. Hop. Fabien, est-ce que tu peux juste me confirmer qu'on voit bien l'écran, s'il te plaît? C'est bon, Benj. Oui, c'est bon. Ok, super, merci. Donc là, je me suis connecté sur le site documentation.stormshield.eu. Donc cette page est en accès totalement libre. Il n'y a pas besoin d'identifiant pour s'y connecter. Ce qu'on va retrouver dessus, ça va être toute la documentation de tous les produits StormShield, donc pas seulement SNS, mais on va également retrouver DS, SES, séparés. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la version SNS. Donc ce qu'on va retrouver ici, ça va être toute la documentation technique avec les notes de version, les guides qui sont proposés sur la partie CLI par exemple. On va retrouver tout un tas de notes techniques et notamment des notes techniques sur la partie VPN avec les tunnels VPN SSL. Si je clique dessus par exemple, on voit qu'on arrive sur la page concernant la V4, mais on a également un menu ici qui nous permet de basculer dans des versions différentes, par exemple la version 3, si jamais vous voulez avoir, si jamais le firewall de votre client est déployé en version 3 et que vous avez besoin de le configurer sur une version 3. Ce qu'on va retrouver également, c'est un moteur de recherche ici. Si je tape SSL, je vais retrouver tous les articles
qui concerne la politique SSL, donc le mot-clé en fait. Et on va également retrouver la possibilité de télécharger en PDF tout un tas de notes techniques que vous allez pouvoir retrouver ensuite par la suite sur vos postes. Donc, par exemple, la note technique que je vous ai montré tout à l'heure sur le VPN SSL est disponible également en PDF, donc vous pouvez la télécharger et ensuite l'utiliser hors ligne pour la configuration chez le client par exemple. Le deuxième portail que je vais vous présenter, c'est le portail de la base de connaissances StormShield, donc qu'on appelle kb.stormshield.eu. Donc il y a la petite particularité d'être en anglais. Toutes les procédures sont écrites en anglais. Et ce qu'on va retrouver, dont je vous parlais tout à l'heure, c'est la partie procédure N2 for VPN Configuration, donc qui a été créée par le TAC et qui va rassembler ici toutes les petites astuces concernant le VPN, et notamment le VPN SSL. Donc on va retrouver des configurations guide. Par exemple, ce dont je parlais tout à l'heure, si vous voulez encapsuler l'intégralité du trafic du client et non uniquement les réseaux utiles, tout un tas d'astuces pour, à partir de zéro, pour configurer cette partie-là. Ce portail nécessite par contre d'avoir un compte MyStormShield pour s'authentifier et avoir accès aux éléments. La troisième partie, c'est la partie de MyStormShield, donc le portail que vous connaissez tous. On va retrouver dans la partie téléchargement les éléments dont vous allez avoir besoin pour mettre en place une architecture de type tunnel VPN SSL chez vos clients. Donc on va retrouver dans la partie StormShield Network Security d'une part les firmware avec des versions en fonction des versions que vous souhaitez utiliser et du type de boîtier du client, en fonction de la version 3 également. Ce qu'on va retrouver aussi, c'est le client VPN SSL, donc en version 2.8.0, donc soit en NFI, soit en XD comme je le disais tout à l'heure. Voilà pour la partie MyStormShield. Et donc on va pouvoir passer à la démo. Donc on va se connecter sur un firewall. Donc dans la démo, je l'ai construite sur la version 4.0.2 qui est la dernière version. Je vais me loguer sur le firewall. Donc ce qu'on va retrouver ici, c'est comme je disais tout à l'heure, un annuaire qui est configuré sur un Active Directory. On va retrouver donc sur cet annuaire tout un tas de groupes et d'utilisateurs. Donc ce que j'ai fait pour la démonstration, c'est que j'ai créé un groupe qui s'appelle VPN SSL, donc avec un utilisateur à l'intérieur. Au niveau de l'authentification, j'ai construit une politique d'authentification basée sur le LDAP, qui dit que tous les utilisateurs qui appartiennent au groupe VPN SSL sur mon domaine, qui arrivent par l'interface out, sont évalués par la méthode LDAP. Cette méthode va être utilisée par le portail captif. Donc je vais avoir un portail captif de configurer avec le certificat Trusté, qui a un profil externe et qui est mappé sur l'annuaire LDAP. Si je regarde un petit peu le profil de mon portail captif, c'est un profil de type external, donc qui est bindé sur mon annuaire, et on peut paramétrer ici les durées maximales d'authentification autorisées pour les utilisateurs. Ce qu'il faut faire ensuite, c'est définir les droits d'accès. Donc par défaut, personne n'a le droit de rien faire. Et ensuite, on peut personnaliser des accès détaillés. Donc on va retrouver ici encore mon groupe d'utilisateurs qui s'appelle VPN SSL. Donc qu'est-ce que ce groupe a le droit de faire? Il n'a pas d'accès au portail VPN SSL, il n'a pas d'accès IPsec, il a un accès VPN SSL et il ne peut pas faire de parrainage. Donc vous pouvez construire différentes politiques et c'est appliqué comme pour les règles de filtrage par ordre d'implémentation.
ce qu'on peut aller voir ensuite, c'est la partie certificat et PKI dont je parlais tout à l'heure. On va retrouver ici une autorité de certification, un certificat de type serveur pour justement le portail, et un certificat de type client qu'on va retrouver dans la configuration VPN SSL. Donc, si on regarde un peu plus près cette partie VPN SSL, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Donc, on va retrouver la possibilité de mettre soit une adresse IP, soit un FQDN de préférence. On va retrouver les réseaux ou les machines que l'on rend accessibles aux clients au travers du tunnel. Donc, par exemple, dans mon cas, je rends accessible mon réseau 10.0.0.0/24. Si vous voulez aspirer tout le trafic de vos clients et de les faire passer au travers du tunnel XSL, on peut tout à fait positionner ici ENI. Donc là, la route par défaut du poste client sera le tunnel. Donc, du coup, on ne pourra pas faire du surf en dehors du tunnel. Étant donné qu'aujourd'hui, vu la crise, il y a énormément de personnes qui vont devoir se connecter, je ne recommande pas de faire ça, je recommande plutôt de faire du split tunneling en spécifiant uniquement les réseaux qu'on a besoin d'accéder. Comme je disais tout à l'heure, ce qui est également recommandé, c'est d'utiliser plutôt la partie UDP pour faire monter les tunnels. Donc je configure ici un pool d'adresses IP virtuelles. Donc en fait les clients, lorsqu'ils vont se connecter, ils prendront une IP dans ce pool-là et le firewall les verra arriver avec ce range d'adresses IP là pour faire notre politique de filtrage par la suite. Ensuite, on peut envoyer certains paramètres. Ah oui, ce que j'ai précisé là, c'est qu'en fonction de la taille du réseau que vous choisissez ici, vous allez avoir un nombre de tunnels maximum simultanés qui sont montés. Là, on voit que j'ai 254 adresses, mais que j'ai que 63 tunnels, c'est parce qu'en fait, un client nécessite d'avoir de monopoliser plusieurs adresses. Les paramètres qu'on peut envoyer au client ensuite, on va retrouver des paramètres assez simples avec un nom de domaine, un serveur DNS primaire, un serveur DNS secondaire. Ensuite, dans la partie configuration avancée, on va pouvoir également rajouter tout un tas de scripts pour monter par exemple un lecteur réseau lors de la connexion et de le démonter lors de la déconnexion. On va retrouver ensuite ici les certificats qui sont utilisés, donc le certificat que je montrais tout à l'heure côté serveur et le certificat côté client. Vous avez également la possibilité d'exporter les fichiers de configuration pour avoir un ordre d'idée de ce que ça donne. Ce sera un fichier au format OpenVPN. Si on regarde ensuite l'étape suivante, ça va être au niveau de la politique de sécurité, où on va retrouver des règles. Donc là, on est vraiment dans un monde où on est à part, à côté du firewall principal, donc du coup les règles sont assez simples, hein. J'ai juste des règles d'administration, une politique qui bloque tout ce qui n'est pas autorisé, et une politique qui dit que mon réseau virtuel, donc dans lequel les clients vont arriver en se connectant, est autorisé à se connecter au network internal anonyme, donc on pourrait faire quelque chose de plus restrictif. Je vous ai créé quelques règles ici ensuite. Si jamais vous vouliez faire aspirer l'intégralité du trafic et permettre le surf Internet, mais en contrôlant ce que les gens accèdent au niveau filtrage d'URL ou antivirus, donc on peut tout à fait utiliser des règles classiques en disant que le pool VPN SSL, lorsqu'il veut aller sur l'HTTP, j'y configure du filtrage d'URL et je peux également faire du déchiffrement SSL pour venir ici appliquer de l'antivirus et du filtrage d'URL. Bon, dans mon cas de figure, ce n'est pas utilisé. Et ensuite, étant donné qu'on est positionné à côté du firewall principal, il y a de fortes chances pour que les serveurs aient un gateway, un autre firewall que celui-là. C'est mon cas. Et donc, du coup, il faut mettre une petite règle de NAT en disant que lorsque les clients du réseau VPN SSL veulent atteindre quelque chose qui est dans ce network-là, le firewall le NAT avec sa patte qui est dans le réseau pour le forcer à répondre à lui et pas à la gateway par défaut. Sinon, ça ne pourrait pas fonctionner. Donc, je vous propose de passer un petit test. Je vais lancer une liste de commandes. Donc, on va ici pinguer un serveur, par exemple, un serveur AD. Donc, ça ne fonctionne pas. Donc, je vais me connecter
sur l'interface utilisateur du firewall. Donc, un utilisateur. Donc là, j'avais défini une durée d'authentification maximum d'1 heure. Donc je vais retrouver ici certains éléments. Donc, la possibilité de télécharger l'autorité de certification si jamais il faut du déchiffrement SSL. Un lien pour télécharger le client VPN SSL Stormshield directement, ce que je vais faire. Et ensuite, on va retrouver des profils VPN SSL pour les clients OpenVPN. Donc, si jamais vous n'installez pas le client Stormshield et que vous installez le client OpenVPN sur le poste. Et ensuite, également, cette page est accessible depuis les mobiles pour télécharger un profil au VPN sur un smartphone, une tablette Android ou iOS. Donc, je vais installer un client Stormshield. Donc, ça nécessite d'avoir un élément de privilège et d'avoir un compte admin sur le poste. Voilà, donc l'instant est installé. Donc je vais le lancer. Donc là, je tape l'adresse ou l'IP qu'on a configuré à l'étape précédente. Et je renseigne mon mot de passe. Et là, le VPN va automatiquement se connecter. Et à partir du moment où il est connecté, j'accède à mon réseau privé comme si j'étais au sein de l'entreprise. On va faire un SSH sur mon serveur. Bon, ça fonctionne. Ce qu'on va retrouver ensuite en retournant sur le firewall, ça va être la partie monitoring. Donc, qu'est-ce qu'on va arriver à avoir au niveau monitoring? On va arriver à avoir la partie VPN, en prenant la partie utilisateur. Donc, il faut que j'obtienne les droits sur les logs. Donc, dans supervision utilisateur, je retrouve un utilisateur donc BLE qui est connecté en OpenVPN pour une durée voilà, de 6 jours, 23 heures. Dans la connexion sera pré-initialisée à l'initiative du firewall. Ça, c'est la connexion que j'ai faite tout à l'heure au niveau du portail ici. Donc, si je vais voir dans la partie tunnel VPN SSL, je vais retrouver des éléments qui sont intéressants ici avec l'adresse que mon poste il a choisi dans le pool. Donc, il a pris la .6 dans le pool virtuel. Je vois l'adresse IP réelle depuis laquelle j'arrive. Je vois également la durée depuis laquelle il est connecté et le trafic qui a eu lieu. Je suis capable d'identifier voilà, les utilisateurs qui sont très consommateurs de ressources. Voilà pour la partie démo. Alors, je vous propose de retourner du coup sur la présentation. Ce que je vous propose de voir du coup, c'est dans le cadre du plan qu'on propose avec des déploiements de VA de façon de fournir des licences gratuites pendant 3 mois, le temps de la crise, de voir ensemble rapidement le déploiement d'une VA sur une plateforme de type VMware, parce que les tech docs qui sont fournis sur documentation Stormshield datent un peu, et donc du coup l'interface VMware maintenant est full web. Donc du coup je vous propose de voir un petit peu comment se passe le déploiement sur une ESX supérieure à la version 6, qui oblige de ne plus avoir de client lourd et d'avoir une interface web. Et vous allez voir que le principe reste également le même. Donc au niveau du wizard qui est proposé par VMware, on s'est déployé une machine virtuelle à partir d'un OVA, donc les OVA qu'on a téléchargés sur MyStormshield.
donc de donner un nom à la machine virtuelle et ensuite de cliquer pour sélectionner le fichier OVA. Vous sélectionnez le data store sur lequel vous allez stocker votre VM. Vous acceptez le contrat de licence. Vous choisissez si le provisionnement du disque est en provisionnement différé ou s'il est mis en provisionnement réservation immédiate. Si vous mettez sous tension immédiatement la machine virtuelle après le déploiement. Et ensuite, ça vous propose ce petit récapitulatif. Si tout est bon, vous pouvez appuyer sur terminer et ça déploie la VM. Au premier démarrage, donc, elle va initialiser son installation et ensuite vous allez arriver sur cette page qui va vous permettre de choisir le clavier console pour la suite des opérations. Donc en choisissant 4, vous choisissez le mapping français. Ensuite, ça va vous demander de changer le mot de passe admin. Donc faites attention, c'est qu'à partir de la version 4, on impose de ne plus avoir admin. Donc du coup, si vous tapez admin, comme je vous ai fait la démonstration ici, ça va vous dire que le password ne respecte pas la politique. Donc il faut absolument taper un mot de passe, si je ne dis pas de bêtises, avec chiffre majuscule et caractère spécial. Et ensuite, ça vous dit que le mot de passe a bien été modifié. Et ensuite, on passe à la configuration du réseau. Donc ça va vous demander étape par étape quelle interface réseau vous voulez configurer. Donc la première, ce sera la out, et la seconde, ce sera la in. Donc là, on va enlever le DHCP. On va mettre une adresse pour l'exemple sur l'interface out avec un masque, éventuellement une route par défaut. La même chose sur l'interface in. Et est-ce que vous voulez ou pas autoriser la configuration de l'interface out. Donc, prenez le nom. Et ensuite, vous pouvez aller configurer donc, vos adaptateurs réseau sur la partie VMware, une fois que les étapes sont terminées, et les connecter et enregistrer. En fonction du type de VM que vous achetez, si c'est une VA1, une VA2, une VA3, vous allez pouvoir y attribuer un nombre de CPU. Donc du coup, ce changement il n'est possible que VM éteinte. Également, idem pour la mémoire. Le changement d'interface réseau, par contre, peut se faire à chaud. Sur cette partie EVA, quelques liens vers les documentations et les fichiers. Donc, vous avez deux guides d'installation d'EVA qui existent. Dans le premier, vous trouverez le moyen de convertir les anciennes interfaces V50, V100 vers des EVA. Donc, ça c'est gratuit. Il faut juste demander à votre distributeur de vous faire une demande avec un coût à 0. Vous pouvez convertir vos V50 ou V100 vers des EVA. Et ensuite, le second lien, c'est comment installer une interface, une EVA sur les différentes plateformes qu'on supporte, donc AVM, OpenStack, VMware et Hyper-V. Sachant que sur la partie VMware, voilà, comme je disais tout à l'heure, les captures d'écran datent un peu, mais bon, le principe n'a pas changé. Et sur MyStamping, l'interface que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez retrouver les différents packages en fonction des plateformes sur lesquelles vous allez déployer. Voilà, deux choses avant de terminer. Tout d'abord, je vous remercie d'avoir été nombreux à venir. N'hésitez pas à me dire si le format vous convient ou s'il y a des petites choses à modifier. N'hésitez pas à nous le dire. On va reconduire ça plusieurs fois et ce dès la semaine prochaine. Encore une fois, je vous remercie à tous et je vous dis à tous à très bientôt. Merci, bon après-midi.